RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique sur France 24 et RFI avec Véronique Rigolet, notre invité, Malek Bouti, député de l'Essonne, membre de la commission de la défense à l'Assemblée nationale et ancien président de SOS Racisme. Donc avant même la défection de François Hollande, vous aviez dit on ne peut pas le laisser être candidat. Donc aujourd'hui, si la gauche, ou si demain plutôt, la gauche perd, sera-t-il responsable, sera-t-il le fossoyeur du Parti socialiste ? Il porterait une grande responsabilité, parce qu'à double titre. D'abord, parce que pendant 10 ans, on l'a oublié. Après le choc du 21 avril 2002, il a dirigé le Parti socialiste et au lieu de le reconstruire, il l'avait un peu plus affaibli. La seconde chose, c'est que son élection a été une chance énorme pour lui. Quand vous avez une chance, on peut rater. Mais j'ai beaucoup senti chez les gens une chose, c'est qu'on n'a rien tenté. C'est même pas qu'on a échoué, il n'y a même pas de débat. Rien n'a été tenté. Ça pèse beaucoup dans notre primaire. Donc, il porte une responsabilité. Maintenant, il faut être honnête. À partir du moment où il a assumé la responsabilité de ne plus être candidat, on ne peut pas faire le débat sur le dos de François Hollande. Ce faisant, vous êtes encore plus dur que l'opposition quand vous parlez du président. Qui aime sur bien, le bilan, bien. Je veux dire, quand c'est notre candidat, bien, moi, je trouve que c'est toujours facile en politique d'allumer. Je ne sais pas si vous l'aimez bien. C'est ça non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en politique, c'est très facile d'allumer violemment ses adversaires. Mais on n'est jamais clairvoyant sur son propre camp. Mais la politique, c'est d'abord d'être clairvoyant sur ce qui se passe chez vous. Or, nous, on est en responsabilité. Et dans cette élection présidentielle, on ne va pas être en difficulté pour des raisons intellectuelles. Après le mandat d'Hollande, le PS ne sera plus jamais pareil. Il va falloir nécessairement passer à autre chose. Il y a quelque chose à reconstruire. Moi, je pense que l'espace social-démocrate reste l'espace qui peut gouverner. Mais il y a vraiment un renouvellement de la maison qui doit avoir lieu. Aussi avec bien ces deux gauches irréconciliables. Ce côté un peu... Avec tout. Vieille lune socialiste. Je vais vous dire d'ailleurs, quand je vois que les passions se font autour de la relance par la consommation ou la rigueur, ça, c'est des faux débats. Par exemple, les débats sur la République, les débats sur la laïcité, les débats sur le communautarisme sont autrement plus violents et passionnels. Alors, on va en parler dans quelques instants. Je voudrais juste finir, parce que l'actualité cette semaine, c'est le livre d'Aquilino Morel, l'ancien conseiller de François Hollande, qui a été limogé pour une histoire de cireur de chaussures à l'Élysée. Dans son livre, il a dans le fond une thèse. Bon, il en a plusieurs. Il dit que en fait, François Hollande a trahi l'esprit, l'abandon de l'esprit du Bourget, mais surtout, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit François Hollande ne voulait pas exercer le pouvoir. C'est un problème quand on est président de la République. Est-ce que vous validez cette thèse-là ? Il me semble que c'est assez pertinent comme regard. C'est-à-dire, je pense qu'on est... C'est pour ça que ça doit nous éclairer sur aujourd'hui. Il n'y a aucun intérêt à parler du bilan de François Hollande si c'est pour pas en tirer des conséquences. On ne peut pas être candidat à la primaire si on n'est pas prêt à assumer jusqu'au bout les responsabilités politiques. C'est-à-dire pas que les bonnes nouvelles. Les candidats de gauche qui pensent que être président de gauche, c'est distribuer des fleurs et des revenus à tous les gens tous les 4 matins, ils n'ont aucune notion de quelle période on vit. Être président de la France dans quelques mois, c'est d'abord être à la tête d'un pays qui est dans une guerre, à l'extérieur et à l'intérieur de nos frontières. Mais il a été plutôt bon là-dessus. Justement, non. Oui. Ah bon ? Moi, je suis frappé. Excusez-moi, je suis frappé. C'est ce qu'on lui reconnaît. Sur ce terrain extérieur, il n'a pas été mauvais. Je suis frappé. Sur les opérations en Afrique. Je parle surtout du soutien intérieur. C'est quand même pas lui qui avait les armes à la main en Afrique. On a quand même une armée très compétente. Je suis membre de la commission de la défense nationale. Mais c'est pas tellement le débat intervention. Non, mais je pense qu'à la sortie des attentats, surtout après la manifestation du 11 janvier, il y avait la possibilité en France de prendre de grandes décisions politiques pour faire évoluer les choses. Et on a tous vécu cette impression, les observateurs comme les responsables politiques, que 3 semaines ou 4 semaines après un attentat, après l'émotion, on revenait au stade normal. Vous vouliez faire quoi de plus ? Par exemple, il y a eu l'état d'urgence. Non, en matière de sécurité, les choses ont été faites, heureusement. Donc en matière, excusez-moi, mais il se passe des choses sur le terrain, il se passe des choses dans des cités, il se passe des choses dans le communautarisme, il se passe des choses dans la jeunesse. La politique, elle ne peut pas dire « Alors moi,
Je n'interviens qu'une fois que les gens sont morts, mais avant, je n'ai rien à faire. Il y avait un travail de fond à faire, il y avait une mobilisation du pays qui n'a pas, Alors qui n'a pas été justement, entreprise. et on va revenir, là, on vient dessus, en juillet 2015, Malek Bouti, vous avez remis à Manuel Valls un rapport sur les banlieues, ça s'appelait Génération radicale, dans lequel vous décrivez une jeunesse frustrée, prête à basculer, un refus des valeurs démocratiques, et que c'est le djihad la solution. Vous l'écrivez, vous écrivez le djihadisme est bien la radicalité qui prédomine aujourd'hui dans l'offensive antidémocratique, et la France est menacée par un djihad de masse. Ça fait très peur quand on vous lit, et en fait, votre rapport... Personne, c'est ça dont vous parlez, là, quand vous dites on n'a rien fait. Est-ce que c'est ce constat-là Entre autres, je voudrais d'abord préciser qu'on a mis sous le boisseau. Les termes sont très importants. Ce n'est pas un rapport... Attendez, c'est très fort. Oui, bien sûr, mais sûr. je ne remets pas en cause mes propres écritures. Je dis ce n'est pas un rapport sur la banlieue, c'est un rapport sur la jeunesse et sur la radicalité. Enfin, la jeunesse radicale, elle vit en banlieue, non? Justement, non. Non. Si vous constatez aujourd'hui, et c'est une des parties de mon travail, c'est que vous avez une montée de la radicalité dans tous les secteurs de la jeunesse, même si elle ne trouve pas la même expression. Vous avez cette jeunesse des banlieues, mais vous avez beaucoup de jeunesse en province qui se radicalise. Oui, on l'a vu. Les foyers les plus durs, d'ailleurs, de djihadistes se trouvent dans des zones rurales ou crypto-rurales. Elle touche évidemment prioritairement des jeunes de culture musulmane, mais elle a pu en toucher beaucoup d'autres. Et surtout, elle est le signe annonciateur d'une nouvelle période politique où la violence va reprendre place dans le débat politique. Vous allez voir de la violence émerger dans les conflits sociaux, de la violence émerger dans les conflits écologiques. Il y a une nouvelle période politique par rapport à la jeune génération. Et cette jeune génération, c'est ce que je vous dis, elle ne croit pas ou elle considère que la démocratie est un décor de carton-pâte, que les boîtes électorales ne servent à rien et que seule l'action directe. Et donc, le djihad est une conviction politique. Et ça fait comprendre le danger auquel on est confronté. Parce qu'un jeune qui a 15 ou 20 ans adhère à une conviction politique, je peux vous dire, il est très dur à combattre. Et surtout, on ne peut pas le faire revenir en arrière si facilement. Le rapport a donc été enterré, pourtant il avait été commandé par Valls. Il a été mis de côté, on va dire, allez sous le boisseau. Politiquement, elle veut dire. Politiquement, il a eu. C'est vrai que la gauche a eu du mal à en parler. Mais d'abord, il a été. D'abord, j'ai pas fait ce rapport pour la gauche, pour être honnête. Je l'ai d'abord fait pour aider nos forces de sécurité. Et il a été utilisé par nos forces de renseignement et nos forces de sécurité. Voilà. Et il aurait été utile pour mettre sur pied des nouveaux outils qui vont continuer, parce qu'il s'agit d'une nouvelle forme de guerre qui est en train d'apparaître. Donc pour moi, le plus important, c'est pas de convaincre la gauche, excusez-moi, c'est de protéger le pays. En tant que député, il me semble que... Enfin, c'est d'agir surtout. La gauche est très critique en disant vous mettiez les jeunes tous dans le même sac. Quoi. Non, pas la gauche. Il y a un certain nombre de gens qui sont d'ailleurs candidats. Les djihadistes, les identitaires du Sud. C'est vrai, vous avez raison. Il y a un certain nombre de gens, y compris qui sont représentés dans cette primaire, qui ont un discours totalement opposé au mien, qui a un discours de compréhension à l'égard de l'islam, y compris radical, qui est un discours qui dit que la laïcité, c'est chacun fait ce qu'il veut, qui est un discours qui considère assez normal l'oppression contre les femmes. Donc oui, là, il y a des grands débats politiques. Et moi, je trouve que des gens qui sont progressistes sur le terrain social la gauche a un problème et qui sont réactionnaires sur le terrain des valeurs, c'est un problème. La gauche a un problème avec ce sujet. En tout cas, il y a un débat à gauche comme à droite, d'ailleurs. Il y a un débat dans le pays sur ces sujets. Alors, on le sent dans toutes les familles, il y a un débat. On va parler de la politique étrangère, parce que c'est vrai que les sujets régaliens comme la politique étrangère dans la primaire de gauche, pour l'instant, excepté une interview de Benoît Hamon dans Le Monde la semaine dernière, pas grand-chose. C'est pas parce que ça ne les intéresse pas, ou ça n'intéresse pas les journalistes, ou ça n'intéresse pas les Français, je ne sais pas. En tout cas, peut-être, Véronique, trois parlementaires de droite qui sont partis en Syrie, voir Bachar el-Assad. Oui, vous comprenez cette démarche, vous-même, en tant que parlementaire, d'aller voir plusieurs fois par an, en tout cas c'est le cas pour l'un de ces parlementaires, Thierry Mariani, le dictateur syrien. Est-ce que c'est vraiment là la mission d'un parlementaire français ? Oui. Je pense que vous auriez pu aller avec Mariani Écoutez, non, pas du tout. J'aurais jamais ni été là-bas, ni serré la main de Bachar el-Assad, pour rien au monde. Mais je lui reconnais ce droit, oui. Je pense que ceux qui représentent le peuple français ont le droit, et je dirais même l'obligation parfois, de contrôler, de vérifier, d'aller voir. Ça fait partie de leur responsabilité. Je ne le conteste pas. Politiquement, je ne suis pas du tout pour les conclusions et ce qu'ils insinuent. Il faut reprendre langue avec Bachar el-Assad. Mais je trouve normal que on le fasse. Pourquoi ? Et j'insiste beaucoup là-dessus. Vous êtes des médias qui couvrez à l'échelle internationale. Et vous savez très bien qu'un des grands éléments de la crise des démocraties aujourd'hui, c'est combien les gens ont mal digéré les manipulations qui ont amené des guerres. Je pense évidemment à la guerre en Irak, qui a été vécue par l'opinion
publiques et les opinions publiques internationales comme une rupture de confiance avec le monde médiatique et le monde politique. Le point de départ de ce qu'on appelle la vague populiste, elle commence par le fait que les gens se sont rendus compte que les plus grands États, les plus grands responsables politiques ont manipulé les opinions pour enclencher des guerres. Et donc, il y a aujourd'hui, sur les questions, en tout cas, très importantes... aux États-Unis, en tout cas... Oui. Mais pas... tout le monde a été impacté par ça. Et par exemple, c'est un des arguments de référence de recrutement des djihadistes chez les jeunes, en leur disant voilà comment on manipule. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas normal qu'il y ait des débats quand c'est des questions aussi essentielles que la guerre ou la paix. Ils ont le droit. Donc, maintenant, je ne partage aucune de leurs conclusions. Bachar el-Assad s'est exprimé devant trois médias français à propos de François Fillon, qui est accusé, dit-on, d'avoir un regard plutôt complaisant auprès de Bachar et de Poutine. Écoutez, en tout cas, ce que disait Bachar el-Assad, c'est un peu le baiser de la mort. Sa rhétorique concernant les terroristes, sa priorité consistant à combattre les terroristes et de ne pas s'ingérer dans les affaires des autres pays sont les bienvenus. Voilà, est-ce que c'est Bachar qui piège Fillon, dans le fond ? Vous savez, il faut retenir une leçon de ce qui se passe un peu partout. On est tous maintenant sur le même ring à l'échelle internationale. On a vu, et les preuves maintenant ont été amenées et vont commencer à être déployées, comment la Russie a tout fait pour essayer d'influencer l'élection présidentielle américaine. Oui, c'était prouvé, oui. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on va subir les mêmes pressions. Vous avez aujourd'hui des tentatives de manipulation des opinions, soit discrètes par Internet, en forme de manipulation, soit par des déclarations qui sont dangereuses. Donc, il y aura un débat avec François Fillon sur sa politique étrangère, mais en aucun cas, les propos de Bachar peuvent influencer notre propre regard. Pour moi, il est discrédité. Un homme qui assassine son propre peuple n'a pas à nous expliquer à nous qui est bien et qui n'est pas bien. C'est un débat qui existera entre nous. Et pour le candidat de la droite, est-ce que c'est embarrassant d'avoir comme ça le soutien Franchement, vous mettez à la place de François Fillon, il préférait quand même avoir le pape derrière lui plutôt que Bachar el-Assad. Non, c'est pas encore fait. Il l'aimerait bien, mais c'est pas encore fait. 2017 commence sur des auspices, on va dire, d'inquiétude. Il y a eu le Brexit, l'élection de Trump et Trump qui prend donc le pouvoir le 20 janvier. Donc c'est un nouvel ordre mondial, certains diront un désordre mondial qui est en train de se mettre en place avec des alliances différentes, en tout cas des axes entre la Russie, la Turquie, l'Iran. L'option diplomatique aujourd'hui, le monde vu par Valls, vous, c'est un sujet qui vous passionne. Cette option diplomatique, elle ressemble à quoi autour de Manuel Valls? Quelle est la vision de l'ancien Premier ministre? Je crois que ce que Manuel Valls est en train de dessiner, c'est d'essayer de ramener la France, je me dis bien de ramener, parce qu'il y a eu beaucoup de dérives, la France dans ce qui doit être sa position forte à l'échelle internationale. C'est-à-dire, nous avons des alliés, l'OTAN, des alliances militaires et de protection. Mais nous devons avoir une politique internationale indépendante des deux grandes puissances que sont la Russie et l'Amérique. Parce que nous devons... Mais si elles font un axe, si l'Amérique et la Russie font un axe ensemble, qu'est-ce qu'on fait ? Il ne faut pas confondre la période actuelle avec ce qui va se passer. Par logique, ces deux grands blocs sont amenés à s'affronter. Concrètement, ça veut dire quoi, une politique indépendante? Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'on avait déjà de la politique actuelle. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra prendre une série de décisions, pas n'importe lesquelles, mais retrouver... Vous savez, quand François Fillon... Sortir du commandement intégré de l'OTAN, par exemple? Je sais pas. Jusque-là, Manuel Valls? Moi, ce que je pense, c'est que toute décision doit être prise d'abord en coordination avec les intérêts de sécurité de notre pays. Donc, la discussion avec les états-majors militaires est importante. Est-ce que rester dans l'OTAN est important ou pas? Mais une chose est sûre, on peut être dans l'OTAN sans dépendre de l'OTAN. On peut être dans l'OTAN sans accepter, par exemple, de participer à n'importe quelle aventure militaire. Et surtout, on devrait, nous les premiers, dire une chose. Aujourd'hui, une des raisons pour laquelle il y a une crispation de la Russie, c'est que les États-Unis, profitant de la période un peu de faiblesse de la Russie, ont poussé loin le bouchon d'adhésion à l'OTAN. En proposant que l'Ukraine, en proposant que la Pologne, en proposant que plein de pays rentrent dans l'OTAN, ils ont poussé la Russie aussi. De l'autre côté, les Russes profitent de la situation mondiale pour redevenir un peu hégémonique. Nous, la France, on doit être au cœur des pays qui ont envie d'échapper à cette logique. Mais en quoi on n'a pas été indépendant et qu'est-ce qui nous aurait...
Enfin, je ne comprends pas quand on dit il faut retrouver notre indépendance. On a été dépendant vis-à-vis de qui? Sur la guerre en Irak, vous en parliez il y a quelques instants, Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont refusé de suivre George Bush dans sa guerre. François Hollande a voulu, après les armes chimiques contre la Syrie, enfin de Bachar contre son peuple, il a voulu faire une action, c'est Barack Obama qui lui a retiré le tapis sous les pieds. Donc cette indépendance ou cette dépendance, je ne vois pas trop de quoi vous parlez. Il faut faire attention. Il y a eu la période qu'on vient de vivre, qui a été une période intermédiaire au sens international. La nouvelle période qui s'ouvre est une période de violence et de force, de retour, comme disent les militaires, de la force des nations. Oui. Ou des empires. Ce sont des grandes nations qui utilisent la force, y compris. Vous avez vu ce qui s'est passé, par exemple, en Ukraine, avec la Crimée, avec les. Il n'y a pas de débat. J'envoie mon et le retour des empires. Et le retour des empires. À partir de là, je pense qu'il faut en tirer des conclusions. François Fillon propose, lui, de construire un axe avec la Russie. D'avoir au moins un dialogue. De construire un axe avec la Russie. Son propos, il est clair. Vous non? Vous dites... non. Nous, on propose... Au contraire, d'abord... Qu'est-ce qu'on fait avec la Russie? On les laisse... Non. On a quand même une guerre à gagner contre l'État islamique. Donc, à un moment ou à un autre, on est censé avoir un dialogue avec les Russes. Si vous gagnez une guerre contre l'État islamique, Américains, pour retrouver une guerre avec une nouvelle organisation, pour vous retrouver embrigadé dans d'autres systèmes, c'est plus compliqué que ça. Et y compris, il faut faire attention aux choses. Vous parlez, par exemple, du fait qu'on ne soit pas rentré en guerre à l'époque de Jacques Chirac, c'est du grand discours de Villepin. Est-ce que ça empêchait ces gens-là de venir nous tuer chez nous? Est-ce que vous avez déjà vu une organisation dire « on remercie la France, elle, de ne pas avoir bombardé » Non, on est même la principale cible. Donc, on est aujourd'hui un peu perdu dans tout ça. Ça veut dire quoi? C'est la priorité, ce qui aurait dû être fait. La priorité de la diplomatie, de la défense européenne devient un enjeu crucial de survie pour nos nations. Donc une relance de l'Europe aujourd'hui, parce que face à ces empires... il faut aller à Berlin très vite. Alors. Oui, il faut aller... Non seulement... La réalité, c'est qu'il y a un axe franco-allemand de défense qui doit être constitué. Et que ça veut dire aussi qu'il faut réviser beaucoup de choses et faire tendre la main à notre principal partenaire, l'Allemagne, le considérer plus comme un pays vaincu de la Seconde Guerre mondiale, mais un des grands pays de ce 21e siècle, si on est alliés ensemble, et entraîner l'Europe pour qu'on puisse avoir notre marche. Ça ne veut pas dire qu'on ne choisit pas, mais ça veut dire qu'on est indépendant pour choisir. Mais il faut qu'elle change, l'Allemagne. Est-ce qu'on y va avec des critiques? C'est-à-dire, on a envie de leur dire, bon les gars, maintenant vous aussi, vous avez des attentats sur votre sol, donc votre tradition pacifiste, surtout le côté Brick Brother, on ne veut pas en entendre parler. Voilà, est-ce qu'on demande à l'Allemagne de s'impliquer plus sur le terrain, de s'appliquer plus dans les moyens militaires, de changer... Si cet axe n'est pas fait, écoutez, on voit bien, ce qui a créé un problème, c'est qu'il y a eu une faute des deux côtés. La France n'a pas totalement admis ce qu'est la nouvelle Allemagne réunifiée, c'est-à-dire de nouveau une grande puissance. Pas totalement. De l'autre côté, l'Allemagne a eu un peu de morgue sur sa réussite économique par rapport à tout le reste de l'Europe. Une sorte de chacun pour soi. Et des tensions sont apparues. Mais il n'y a pas eu de rupture. Et de défiance réciproque. Oui, et de défiance. Donc, entre les Allemands et nous. Si on commence par dire, voilà ce qu'on va demander aux Allemands. Non. Il faut que chacun fasse un pas. Mais une chose est sûre. Mais en ce sens, les attentats de Berlin mais ça compte sur cette relation nouvelle de défense qui doit se construire nécessairement. Absolument, vous avez raison. Le nouveau, parce que faut bien comprendre, on dit le mot attentat, mais il y a toujours eu des attentats. C'est un nouveau type de guerre auquel on a affaire. C'est une guerre. Ce ne sont pas des actes, des attentats. C'est une guerre qui peut durer. Et le fait que des pays qui, c'est normal, aient cru qu'ils allaient passer au travers des gouttes, aujourd'hui, ce bloc considère qu'aujourd'hui, il y a un intérêt collectif. Les services de renseignement coopèrent énormément, les services finalement militaires coopèrent, la politique a du retard. Et donc, il faut profiter de cette nouvelle période et de dire, on doit être indépendant. Et pour qu'on soit indépendant, on a besoin de l'Allemagne, mais il faut aussi que la France fasse la preuve qu'elle n'amène pas l'Allemagne dans une nouvelle alliance ou dans un... On doit être indépendant en Europe. Et c'est pour ça que l'Allemagne, si c'est François Fillon, bon courage pour amener l'Allemagne à suivre Poutine. Bon courage. Valls et Angela Merkel, ils auront aussi 2-3 choses à mettre au clair pour se réconcilier peut-être au début. Mais pas sur des questions diplomatiques, peut-être sur des sujets politiques. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois qu'ils partagent un même regard diplomatique. Je crois. Je crois que ça, c'est important. Et je pense que l'Allemagne peut nous amener quelque chose, mais que la France, elle a une tradition diplomatique, des sphères d'influence et un enjeu qui est extrêmement nécessaire. En fait, la question qui va se poser à travers cette élection présidentielle, c'est pas, excusez-moi de le dire,
que le domaine intérieur et les petits enjeux franco-français. Ouais. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on demeure une grande puissance ? Est-ce qu'on assume notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU ? Est-ce qu'on est encore capable de peser ? Ou est-ce qu'il faut limiter les frais et trouver un parapluie ? Fillon propose un parapluie. Nous, on propose au contraire de sortir un peu de notre réserve et de redevenir une grande puissance. Ambitieux. Merci beaucoup Malek pour votre Bouti, merci invitation. d'avoir accepté notre invitation, merci Véronique. On se retrouve la semaine prochaine et merci à Pauline Hellman d'avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique. À très vite, merci.